Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs. En tant que responsable du département Finance, Économie et Droit, et également je suis professeur permanent ici au sein du groupe OSC3. Je m'appelle Gabriel Jiménez-Roche. Certains d'entre vous m'ont déjà connu l'année dernière, d'autres non. Donc bienvenue, merci de votre présence ici dans cette deuxième édition de l'Université d'automne en économie autrichienne, ici à Troyes. Donc j'espère retenir votre attention tout au plus pendant 45 minutes, peut-être si on a de la chance moins, si je ne vole. Donc bon, le thème de cette session, c'est les aspects financiers du cycle économique. Alors, je vais faire d'abord un petit rappel d'un concept fondamental pour la théorie autrichienne des cycles économiques, pour après mettre en contexte justement le fonctionnement, le mécanisme des marchés financiers, en tenant en considération ces concepts-là et aussi le problème de manipulation monétaire et bancaire. Bon, tout d'abord une idée reçue dans les milieux académiques en général, surtout en économie évidemment. Dans ces milieux, la théorie autrichienne des cycles, elle est essentiellement une théorie monétaire des cycles. C'est en partie vrai. C'est vrai que son point d'envoi analytique est la manipulation monétaire, réalisée par l'entente entre banques commerciales et les autorités monétaires. Bon, pour ceux qui ne savent pas, banque commerciale, c'est toute banque qui peut recevoir des dépôts à vue, donc compte courant, et dépôts à terme, donc justement des placements. Aujourd'hui, surtout en Europe continentale, ces types de banques ne sont pas communes parce que maintenant, elles sont aussi des banques universelles. Elles font ce métier des réceptions de dépôts, donc pour l'intermédiation financière éventuellement, mais aussi elles font le métier des banques d'investissement ou banques corporate, ça dépend de la terminologie que vous voulez utiliser. Donc, c'est-à-dire la souscription des titres ou alors l'administration des fonds de placement, entre autres choses. Le pouvoir explicatif de la théorie autrichienne des cycles, dorénavant TAC, pour simplifier, se trouve ailleurs. En fait, la pierre angulaire de la TAC est les liens entre les fluctuations monétaires, distribution des pouvoirs d'achat dans l'économie et les fondements décisionnels de la structure consommatrice et productive de l'économie. Donc en fait, c'est les liens entre tous ces facteurs et pas uniquement la question monétaire. Les secteurs financiers étant précisément un des liens fondamentaux entre ces deux structures, donc consommatrices et productives, donc les marchés financiers n'échappent pas aux explications de la TAC. Donc avant tout, j'aimerais donc, comme je vous rappelle, donc préciser la différence entre monnaie au sens strict et monnaie scripturale. Donc ça, c'est un premier point conceptuel qui est nécessaire pour comprendre la TAC. Donc la monnaie au sens strict, qu'on peut appeler dorénavant monnaie réelle, fait référence à tout bien utilisé en tant que moyen général des échanges et dont le statut en tant que tel, d'accord, n'est dérivé d'aucun autre moyen similaire. Donc, un bien, une chose est monnaie parce qu'il est reconnu comme tel par le public comme moyen général des échanges, pas parce qu'il est lié à un autre bien ou à une autre chose ou quoi que ce soit. La monnaie au sens strict peut être définie naturellement par le marché ou imposée par une autorité étatique. Mais tant que la chose en question est reconnue comme monnaie dans l'usage fait par les individus, cette distinction peut être négligée pour le moment. Donc, c'est important pour d'autres débats, pas pour le débat qu'on aura maintenant. À son tour, la monnaie scripturale correspond à tout moyen d'échange créé par les banques pour se substituer à la monnaie au sens strict lors des transactions commerciales et financières de tout type. Bon, petite explication, certains qui sont déjà familiarisés avec la théorie autrichienne penseront peut-être à des moyens fiduciaires. C'est plutôt les termes en anglais. En français, j'ai fait un peu de recherche. Le terme plus utilisé dans les milieux, c'est monnaie scripturale. Donc pas monnaie fiduciaire, parce que monnaie fiduciaire, c'est n'importe quelle monnaie, même la monnaie réelle en réalité. C'est
toute chose à qui on dépose notre confiance sur sa capacité d'être moyen général des échanges. En fait. Donc, si vous connaissez le terme moyen fiduciaire, donc je fais référence alors à monnaie scripturale. Les banques ont été octroyées en droit par les autorités étatiques à créer cette monnaie au-delà de la monnaie scripturale, au-delà de leurs réserves de monnaie au sens strict, selon certains critères connus comme réserve obligatoire, généralement un pourcentage du total de leurs dépôts à vue. Autrement dit, si une banque a 10 millions d'euros en dépôt à vue, selon un zone euro, elle doit détenir 2% de ces totals en réserve obligatoire. Et les restes du montant, elle peut utiliser comme base pour la création de monnaie scripturale, c'est-à-dire on va créer des crédits. Aujourd'hui, nous devons ajouter à cela, à ces critères, donc réserve obligatoire, les obligations de détention d'actifs de capitaux propres imposées par les accords de Bâle 1, 2 et 3. Ça ne change pas énormément la question des réserves obligatoires, sauf la question de comment on maintient aussi certains actifs des banques. Donc, ce n'est pas un problème pour le moment, donc on peut aussi faire abstraction de cette règle. Peu importe donc les règles, l'important est de distinguer ici entre monnaie stricte ou réelle et monnaie scripturale. La variation de la quantité de monnaie réelle, comme la variation dans la quantité de n'importe quel autre bien, implique toujours une redistribution du pouvoir d'achat des détenteurs de monnaie. Pourquoi j'ai dit n'importe quel autre bien? Évidemment, si je produis plus d'un bien, et que ces biens est toujours, donc produire plus de ces biens me rapporte plus par rapport à ce qu'il me coûte, même si j'inclus le fait que produire plus de ces biens implique aussi une pression baissière sur son prix, je vais le produire tant qu'il me rapporte plus, même si de moins en moins, et qu'il me rapporte, je le produis. Cela implique aussi une redistribution du pouvoir d'achat, parce que j'aurai plus de pouvoir d'achat, puisque j'ai plus de capacité d'échanger. Et donc, évidemment, par exemple, si je produis plus d'un bien très accepté par le marché, mes concurrents ne le font pas, donc évidemment, j'aurai plus de pouvoir d'achat que mes concurrents. Les consommateurs choisissent de transférer leur pouvoir d'achat, leurs encaisses monétaires, vers moi, et pas à ces autres producteurs. Donc il y a toujours une redistribution de pouvoir d'achat dans l'économie. Donc ce n'est pas anormal. Tant que produire plus de monnaie donc, reste plus rentable que toute perte de pouvoir d'achat monétaire résultant de cette inflation monétaire, ceux qui produisent et qui reçoivent la monnaie du premier, donc les producteurs, donc les premiers récepteurs de cette expansion monétaire, seront toujours avantagés en termes de pouvoir d'achat total par rapport aux autres agents de l'économie. Ce qui est particulier à la monnaie, cependant, est sa capacité à circuler indéfiniment dans l'économie, différemment d'autres biens dont la circulation est limitée dans l'espace et le temps par leur transformation productive ou leur consommation finale. Évidemment, l'acier, il circule dans l'économie, mais sa circulation est limitée. Pourquoi? Parce que je suis producteur, j'achète de l'acier pour le transformer. Il va continuer à circuler dans l'économie, oui, mais plus en tant qu'acier, mais comme partie composante d'une voiture, d'un avion, etc. La monnaie, par contre, non. Elle change de main et c'est toujours de la monnaie. Donc, elle ne souffre pas vraiment des transformations. Son utilité est toujours la même, moyen général des échanges. Ce n'est pas le cas de l'acier. Son utilité change parce qu'il est transformé physiquement et même subjectivement dans l'appréciation de son utilité par le public. Une voiture, c'est plus utile immédiatement que de l'acier pur. Donc, tant que les injections monétaires n'aient pas circulé dans toute l'économie, elles continueront à provoquer des redistributions de pouvoir d'achat. Ainsi, les premiers à recevoir les encaisses monétaires originaires d'une production monétaire expansionniste pourront jouir d'un pouvoir d'achat nouveau qui leur permettra d'intensifier leurs achats des biens de consommation ou des biens de production, en poussant les prix vers le haut. Donc, tout dépend, évidemment. Donc, je ne dis pas que tous vont recevoir la monnaie en même temps. Ce n'est pas le cas. Ça dépend des producteurs de monnaie,
il va distribuer à un certain groupe de personnes, selon ses préférences peut-être. Ces personnes peuvent être des consommateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont procéder à des consommations finales des produits. Ils ne vont pas le transformer, ils vont tout simplement les utiliser pour obtenir des satisfactions personnelles, évidemment. Ou alors, ces récepteurs, les nouvelles encaisses, seront des producteurs. Et donc, ils utiliseront ce nouvel argent en conséquence, donc, par exemple, en embauchant plus de facteurs productifs ou en initiant des nouveaux projets productifs, etc. Donc, les producteurs de ces biens, consommation ou production, verront alors leur recette monétaire augmenter sans avoir nécessairement besoin d'augmenter leur production. Je n'ai pas dit que leur production a augmenté, j'ai dit tout simplement que leur recette augmente. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu plus d'encaisses, ils vont faire leurs achats vers leurs facteurs de production ou biens de consommation fétiches. Les producteurs, les offreurs plutôt maintenant, de ces facteurs de production ou biens de consommation, ils vont bénéficier alors des recettes monétaires plus élevées. Et pourquoi plus élevées? Parce que justement, les récepteurs de nouvelles encaisses vont concurrencer les autres agents dans l'économie. Et puisqu'ils ont ce pouvoir d'achat nouveau, ils pourront alors, pour mieux concurrencer les autres agents, proposer des prix plus élevés pour s'assurer l'accès aux biens en question. Donc c'est comme ça alors que les encaisses vont se transmettre dans l'économie, d'un groupe de personnes, les, disons, primo-récepteurs, si vous voulez, donc les premiers récepteurs de l'argent, qui vont après dépenser cet argent, le repasser à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre va avoir des recettes monétaires plus conséquentes, sans avoir nécessairement augmenté sa production. Cette personne, elle aussi, va dépenser l'argent ensuite, selon ses préférences, selon ses besoins, et ainsi de suite. Or, à chaque fois que les encaisses sont transmises, les prix spécifiques des biens ainsi affectés augmentent, ce qui laisse moins de marge de manœuvre, ironiquement, en termes de pouvoir d'achat, aux récepteurs subséquents. Mais évidemment, je produis de la monnaie, je pousse les prix vers le haut une première fois, de certains produits, évidemment pas tous. Ces récepteurs, donc la personne qui a reçu mes encaisses, elle va dépenser aussi, elle pousse aussi les prix de certains biens vers le haut, et ainsi de suite. Mais plus on est éloigné, plus la probabilité que tous les prix aient déjà augmenté augmente aussi. Donc peut-être les derniers à recevoir ces nouvelles encaisses, aucune utilité. Tous les prix ont déjà augmenté, leurs nouvelles encaisses, en fait, ont été déjà neutralisées. Leur pouvoir d'achat est perdu. Autrement dit, plus on est éloigné de l'accès de nouvelles encaisses monétaires, plus notre pouvoir d'achat monétaire souffre de l'inflation des prix résultante de cette inflation monétaire. Évidemment, une fois que les nouvelles encaisses aient fait le tour de l'économie, même ceux qui étaient proches de la source d'expansion monétaire verront leur pouvoir d'achat monétaire affecté par l'inflation des prix. Oui, de toute façon, comme je vous ai dit, la monnaie continue à circuler. Alors, elle circule, les prix augmentent de façon hétérogène, par groupe, par bloc. Mais une fois qu'elle a fait le tour, elle continue toujours en circulation. Et même si j'étais à la source de cette expansion monétaire, même si j'étais un des premiers récepteurs de ces nouvelles encaisses, maintenant, moi aussi, je vais souffrir à cause des prix plus élevés. Donc des prix, par exemple, des biens lesquels je n'ai pas augmenté les prix nécessairement, maintenant, quand je vais les acheter, je vais les acquérir, leur prix a déjà augmenté.